merci à tous d'être présents dans l'auditoire. Et puis merci à nos 4 clients qui ont accepté d'être présents aujourd'hui pour témoigner et échanger autour de l'implémentation de leur reporting de durabilité et de leur bilan carbone. Vous aurez tous l'occasion de vous présenter lors de la première question. Donc on va démarrer cette table ronde avec une première question sur la façon dont vous avez engagé et crédibilisé en interne votre démarche RSE, et en particulier comment ça s'est passé, est-ce que vous avez fait face à des obstacles et comment vous les avez résolus. Donc cette question qui est l'occasion pour chacun de se présenter, de présenter rapidement l'activité de sa société avant de parler de sa démarche RSE. Donc on commence par Isabelle, M6. Oui, vous m'entendez tous bien, ça marche. Bonjour à tous. Daniel, merci pour ce temps d'échange. Alors, côté groupe M6, la direction de l'engagement est née il y a 4 ans maintenant, et elle est née sur un temps de réflexion qu'on nous a donné, que la direction nous a donné, où la stratégie RSE a vraiment été définie à l'issue d'une consultation partie prenante avec l'ensemble vraiment de nos interlocuteurs, que ce soit les directions en interne, nos partenaires commerciaux, institutionnels, nos collaborateurs, et on était même allé jusqu'à interroger des membres de la société civile qui connaissaient le secteur des médias. Donc vraiment un travail qui nous a pris 5 mois. C'était le début, donc on a eu cette chance-là en fait. Je pense qu'au lancement d'une direction, on nous donne en fait ce temps-là qui a été un temps nécessaire. C'est comme ça qu'on a mis en place cette stratégie RSE avec l'ensemble de ces consultations. Bien nous en a pris parce que avec la double matérialité où il fallait faire une consultation partie prenante et des délais qui étaient très contraints, nous on s'est quand même du coup appuyé sur le travail qu'on avait fait il y a 4 ans et donc qui nous a bien aidé pour la CSRD. Les freins, on n'en a pas vraiment rencontré, en tout cas sur le fait, on a vraiment fait tout un travail avec un comité de pilotage, des membres de la direction, donc vraiment ça a été le choix de l'entreprise à la lumière des éléments qui nous remontaient dans ce dialogue partie prenante, donc pas tellement de freins. Après un contexte très spécifique au groupe M6, c'est qu'on s'est retrouvé après dans une période où le groupe a été mis en vente. Donc voilà, donc là c'est très spécifique. Finalement, on n'a pas été vendu, comme vous avez pu le constater. Donc du coup, en dehors de cette période-là qui était particulière, voilà, comme c'était le lancement d'une direction, les moyens nous ont été donnés vraiment pour poser les bases de manière solide de la stratégie RSE. Fabien Servier. Oui, merci pour l'invitation. Fabien Masson, donc je travaille pour le groupe Servier en charge du reporting et du climat. Chez Servier, donc on a une stratégie RSE qui existe, enfin on a une direction RSE et donc une stratégie RSE qui existe depuis 2017. Mais c'est vrai que parmi les principaux obstacles qu'on pouvait rencontrer, il y avait un manque de visibilité en interne des projets RSE et puis aussi je pense la difficulté que pouvaient avoir les équipes à faire le lien entre la stratégie RSE d'une part et la stratégie d'entreprise d'autre part. Donc on a solutionné cet obstacle de plusieurs manières, mais je pense que ce qui a vraiment été salvateur pour nous, c'est que lorsque le groupe Servier a mis à jour sa stratégie d'entreprise, donc Servier 2030, parmi les 4 objectifs prioritaires de cette stratégie d'entreprise, on a mis un objectif en lien avec la RSE. Et donc ça a vraiment créé un avant et un après en termes de compréhension par les collaborateurs des enjeux liés à la RSE pour le groupe Servier. Merci Fabien. Flore, Edenred. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Edenred, peut-être en quelques mots, parce que ça ne vous parle peut-être pas à tous. Edenred, c'est une solution d'argent fléché qui permet de vous apporter des solutions sur le marché du travail à l'ensemble des collaborateurs de vos entreprises sur les sujets de l'alimentation, de l'engagement des collaborateurs et de la mobilité. Donc c'est une aide au pouvoir d'achat, c'est une aide au quotidien et au bien-être des collaborateurs. Donc quand je dis ça, pourquoi c'est important ? Parce que la RSE, par définition, c'est un des piliers de la démarche de l'entreprise. Et donc, pour répondre à la question, comment on a engagé et crédibilisé, la première chose, c'est qu'il y a quelques années, il y avait déjà une direction RSE, mais il y a eu une volonté d'avoir un marqueur fort pour montrer que c'était au cœur
de l'agenda stratégique de l'entreprise. Donc à ce moment-là, il y a un général manager qui avait fait une grande carrière dans le groupe, qui a été nommé sur cette fonction alors qu'il avait déjà piloté 4 gros pays. Et c'était un marqueur fort pour montrer que c'est au cœur du business de l'entreprise, puisque c'est un général manager qui prend le poste. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour donner un signal fort au sein de l'organisation. C'est un métier important qui va impacter l'avenir de l'entreprise. Et puis au bout de quelques années, on s'est dit c'est bien d'avoir un super general manager, ancien general manager pour prendre ces fonctions-là. Mais en fait, le métier devient de plus en plus technique, avec beaucoup plus d'enjeux de compliance, de reporting. Donc il faut des gens dont c'est peut-être un peu plus le métier. Et c'est dans ce cadre-là, il y a un peu plus de 2 ans que j'ai rejoint le groupe pour, entre guillemets, un peu professionnaliser, ce qui n'enlève rien au talent des précédentes équipes, mais professionnaliser et accélérer l'agenda. Et qu'est-ce qu'on a fait? Clairement, on a structuré une stratégie RSE en 3 piliers, posée sur des indicateurs clés pour vraiment engager le groupe et surtout créer des instances d'échange avec les lignes de produits, les différentes filiales pour que chacun des indicateurs soit concret et parle à chacune des équipes. Et on va y revenir, mais c'est dans une fintech comme Edenred, il y a un goût du chiffre, il y a un goût du chiffre juste, et on avait un enjeu à crédibilité cette démarche-là derrière ces indicateurs qui animent l'ensemble de l'organisation. Merci Flore. Patrick, Excel Industries. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, Patrick Tristani, je suis directeur de la transformation durable d'un groupe qui s'appelle Excel Industries, qui fait des agroéquipements. Donc, vous allez voir que c'est quand même pas simple quand on fait des pulvérisateurs agricoles de parler de RSE et aussi des cabines de peinture. Donc il y a quand même pas mal de sujets qui font que ça pourrait presque paraître risible, mais en réalité ça ne l'est pas. Donc c'est un groupe coté, donc j'allais dire, le groupe faisait une DPEF déjà depuis plusieurs années, mais il avait toujours pris la DPEF comme une obligation réglementaire. Donc il y a vraiment eu un point pivot qui permet de dire comment on a engagé et crédibilisé la démarche. C'est que de façon purement opportuniste, dans ma fonction de directeur des financements, lorsque j'ai dû renouveler un prêt et qu'on commençait à discuter avec les banques et d'autres partenaires financiers, en fait, on s'est rendu compte que le milieu bancaire était engagé lui aussi dans une forte transformation de leur portefeuille d'entreprise. Enfin, la part de leur financement doit devenir de plus en plus verte, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et qu'on a dû réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on avait de vert, entre guillemets, dans des activités aussi apparemment, j'allais dire, non vertes que sont les pulvérisateurs agricoles et les cabines de peinture. Et en réalité, on a commencé à tirer sur la ficelle et on s'est dit, mais en fait, notre métier, nous, c'est réellement en fait, de limiter les usages de ces polluants. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait des produits en fait, qui ont pour objectif de limiter le plus possible l'usage des produits phytopharmaceutiques et de la peinture dans les cabines de peinture. Et donc on a commencé à tirer sur cette ficelle-là et à se rendre compte qu'en réalité, on faisait de la RSE sans le savoir. Et petit à petit, donc, le fait de lier ça à une question fondamentale pour l'entreprise qui est les financements, ça nous a permis de dire, mais la RSE, c'est du business aussi. En fait, d'une certaine façon, dans l'entreprise, il ne faut pas être crédule et penser qu'on fait de la RSE comme on en fait dans une ONG. Donc, la RSE dans une entreprise, c'est une raison fondamentale de se transformer pour être plus résilient dans le futur, pour adresser des objectifs et des opportunités, pour ne pas parler de double matérialité encore, qui sont nés de cette angle de vue. Et donc, fondamentalement, c'est ça qui a crédibilisé la démarche. C'est le jour où on a réussi à faire comprendre au conseil d'administration et à notre direction générale qu'en réalité, ce n'était pas un sujet encore de plus sur leur pile, qui était qu'un sujet de reporting. Merci Patrick. Alors, on va enchaîner avec la deuxième question. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que les enjeux réglementaires ont changé beaucoup de choses. Donc, finalement, la question est comment est-ce que vous avez envisagé cette transition vers la CSRD, vers les nouveaux exercices, bilan carbone, taxonomie, etc., que vont imposer ces réglementations et comment a démarré cette transition. On continue avec Patrick. Alors, comment on a envisagé la transition vers le nouveau processus de reporting? Donc, comme je le disais, nous, on avait l'avantage déjà d'avoir une DPEF. Maintenant, il ne vous a pas échappé que la DPEF et la CSRD
je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais fondamentalement, l'approche est complètement différente. La segmentation des sujets, elle est complètement différente. Et le format de reporting, il est lui aussi complètement différent. Donc, la façon dont on l'a envisagé, c'est au départ, on a fait ce qu'on appelle un gap plan, hein, une gap analysis entre qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte dans la DPEF et qu'est-ce qu'on doit raconter et comment on doit le raconter dans la CSRD. Donc, c'est là où, en fait, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sujets que vous abordez déjà dans la DPEF, mais vous ne l'abordez pas par le bon angle. Et fondamentalement, le point quand même culminant, hein, je pense, de la CSRD, c'est l'analyse de double matérialité. La DPEF, ça reste quand même un exercice, et j'aime pas ce nom, hein, de déclaration de performance extra-financière. Je pense que ça a tué le sujet dans les entreprises dès le début, parce qu'extra-financier, ça veut dire que c'est pas financier, et donc pas important dans l'entreprise. Mais la DPEF, c'est uniquement une vision financière, hein. C'est les risques et les opportunités et l'impact sur les finances de l'entreprise. Donc la première chose, je dirais, qu'on a faite, c'est de travailler cette double matérialité avec ce qu'on appelle les impacts, hein, c'est-à-dire comment les enjeux impactent à la fois les parties prenantes et la finance au sens large, et d'essayer de trouver en fait des opportunités en fait dans ces sujets-là, plus que des risques. Alors certes, le risque de ne pas faire, il est toujours présent, mais la démarche, en tout cas que nous on a prise, c'est de dire, encore une fois, c'est pas pour faire en sorte que ça ne soit pas perçu comme un sujet de reporting et donc qui n'intéresse pas au premier plan les opérationnels, c'est d'aller chercher toutes les opportunités de transformation qu'il y a à travers cette matrice de double matérialité. Merci Patrick, très, très intéressant. Flore, Edenred ? Alors, nous, on faisait déjà donc on est comme Excel, on avait la chance de publier des DPEF et on a la chance d'être en vague 1 de la CSRD. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ? Il y a une culture du chiffre très forte dans le groupe qui fait qu'on a toujours publié des indicateurs, une centaine à peu près. Alors concrètement, je pourrais vous raconter le côté pile de la pièce et vous dire on a systématiquement des très bonnes notes de nos auditeurs qui disent que tout se passe bien, nos audits sont robustes. Ça, c'est la jolie face. Et puis, notre vécu à nous, c'est que la réalité de la façon dont on construisait ces indicateurs, c'est un fichier Excel qui était issu d'un logiciel qui ne servait normalement qu'à faire de la finance, sur lequel on transformait ça en Excel. On demandait à chacun des 60 entités présentant 45 pays de répondre à 100 indicateurs pour prendre chacun de ces fichiers Excel, les retélécharger sur un outil finance pour essayer de faire sortir des macros qui permettaient d'avoir des résultats. À la moindre virgule, au moindre accent, au problème de monnaie, le fichier bug. Donc, ça, c'est la réalité de notre plan d'audit ces dernières années. Alors, est-ce qu'on a des bonnes notes ? Est-ce que les auditeurs sont contents ? Oui. Est-ce que notre vécu au quotidien était sympa ? Absolument pas. Et donc, pour nous, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a quand même une conviction forte qui est que on ne peut progresser que ce qu'on mesure. Est-ce que le chiffre de la compta carbone à la virgule près, il est juste ? C'est pas trop mon sujet. Ce que je veux, c'est savoir à peu près d'où on part, parce que de toute façon, ce que je veux, c'est descendre, c'est réduire. Donc le deuxième élément, donc on avait un outil qui n'était pas un outil, on avait un goût du chiffre qui fait qu'on veut quand même avoir quelque chose de robuste, et puis troisième point, on a eu la chance d'avoir la CSRD. Donc j'ai eu la chance d'aller voir mon COMEX en disant, en fait, la réalité, c'est qu'on sort une DPEF issue d'un fichier Excel à 10 000 cases. Est-ce que je peux signer de mon sang qu'il n'y a aucune erreur dans ce fichier à 10 000 cases ? Non, je ne peux pas. Est-ce que quand on rajoute la CSRD, on a envie de continuer comme ça ? Non. Non, pourquoi ? Parce que le risque d'erreur, il est colossal. C'est pas à la hauteur de ce qu'on veut en termes de robustesse. C'est pas propre en termes d'audit. Et puis, dernier point et non des moindres, c'est sacrément démotivant pour les pays et accessoirement pour mes équipes. Donc, il y avait une vraie volonté de se dire, aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un modèle, il nous faut un outil de reporting clair, et c'est à ce moment-là qu'on a lancé un appel d'offres. Et pour nous, c'est vraiment clé parce que la CSRD, c'est plutôt une occasion de dire, OK, maintenant, on monte dans le rang des grands. C'est à peu près à la même étape où Edenred est rentré au CAC 40, il y a à peu près un an. CAC 40 ESG, il y a 2 ans, CAC 40, il y a 1 an. Donc, on rentre dans la sphère des grands, on doit maintenant étudier comme des grands. Merci pour ce retour. Alors,
2 groupes soumis à la DPEF qui passent à la CSRD. Fabien, comment ça s'est passé chez Servier, sachant qu'il n'y avait pas cette obligation ? Oui, alors nous, effectivement, donc on a depuis plusieurs années donc un processus de reporting RSE qui est en place, mais volontaire, effectivement, puisque en tant que groupe non coté et en tant que société par action simplifiée, on n'était pas soumis à la DPEF. Donc, nécessairement, la marche, effectivement, pour adapter notre processus de reporting existant à un exercice réglementaire de CSRD, elle était particulièrement haute, plus haute probablement que pour des groupes qui sont effectivement soumis à la DPEF depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est pour ça que la Commission européenne nous laisse plus de temps, et heureusement. Et puis nous, en l'occurrence, on est en exercice fiscal décalé, donc on gagne encore un an. Donc on a conscience que niveau timing, on est chanceux. Néanmoins, voilà, on partait quand même d'assez loin. Donc notre approche, elle s'est voulue pragmatique. Ça a vraiment été le pragmatisme, le mot-clé. On a identifié des chantiers urgents qui nous semblaient prioritaires. Et puis, on a capitalisé au maximum sur l'existant. Et alors, capitaliser au maximum sur l'existant, notamment en essayant au maximum d'identifier des synergies entre les obligations de la CSRD et des projets d'entreprise à composante IT, à composante data, qui étaient par ailleurs en train d'être lancés dans le groupe. Et donc, on est venu mettre un petit peu de la CSRD un peu partout dans ces projets. Donc ça nous a bien aidé, et on a réussi à faire tout ce travail aussi du fait que dès le démarrage du travail sur la CSRD, on a créé un binôme RSE Finance qui était vraiment au copilotage de tout ce travail, un binôme complémentaire donc, et ça a vraiment été un facteur clé de succès, avec la RSE qui est venue apporter son expertise sur les projets RSE en tant que tels, sur les problématiques d'impact, et puis la finance qui, elle, est venue apporter son expertise davantage sur l'auditabilité de la donnée, sur les problématiques de risque et d'opportunité. Et ce binôme nous a aussi permis de faire quelque chose qu'on avait jugé très important dès le démarrage, c'était vraiment de calquer notre processus de reporting RSE sur le processus de reporting financier. Puisque créer des ponts entre les deux, c'est, il me semble, la philosophie, du moins une des philosophies principales de la CSRD. Donc on a vraiment cherché à créer ces ponts, alors en termes de calendrier, bien sûr, puisqu'on sait tous que le rapport de durabilité devra figurer dans le rapport de gestion, mais aussi d'un point de vue structure organisationnelle, arborescence sur laquelle on construit notre processus de reporting. Et alors nous, c'était vraiment le challenge principal qu'on a rencontré, avec une arborescence organisationnelle particulièrement complexe, des présences dans de nombreux pays, des activités différentes, etc. Et vraiment, ce binôme RSE Finance, il nous a aidé à voilà, effectivement être en mesure de faire ça, donc avec du pragmatisme, de la priorisation et une capitalisation sur l'existant. Isabelle, M6 ? Alors, moi, peut-être une réaction à ce que mes camarades disent. Patrick, je suis d'accord qu'on a appelé la DPEF le rapport extra-financier, donc ce n'est pas du financier, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas du financier qu'on n'est pas cœur business et cœur métier. Et donc, pour moi, en cela, la DPEF et la CSRD ont le même positionnement, c'est-à-dire que dans nos métiers, sur nos directions, il faut qu'on arrive à faire comprendre que, OK, on rapporte... Enfin, on évite des pertes de coûts, ou en tout cas on peut en faire gagner de manière indirecte. Donc pour moi, les deux modes de reporting, c'est toujours le même discours qu'il faut arriver à porter en interne au niveau des métiers et au niveau cœur business. Par rapport à Flore, je suis peut-être un petit peu moins catégorique sur la chance qu'on a eue, la CSRD. Non, c'est pour faire un petit peu de provoque, mais oui, on a la chance que en fait, le cadre réglementaire nous permet des fois de pousser les sujets plus vite en interne. Donc en cela, effectivement, la CSRD permet de faire avancer un certain nombre de sujets. Toutefois, moi je trouve, je comprends le besoin d'aller normer ce cadre de reporting pour un moment qui est de la transparence et qu'on puisse comparer aussi les entreprises. Je trouve un peu regrettable qu'on perde aussi un certain nombre de spécificités à certains secteurs en attendant les normes sectorielles qui vont arriver dans quelques années, mais en attendant, on les a quand même toujours pas. Et du coup, nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'entre la DPEF et la CSRD, on va perdre. Il y a beaucoup d'informations qui vont passer à la trappe, mais qui restent malgré tout importantes et qui sont quand même dans l'ADN de notre groupe, et dans lesquels on ne peut pas reporter dans le cadre de la CSRD. Vous allez me dire, on peut continuer la DPEF à côté. Oui, c'est vrai.
En tout cas, nous, en première année, on va déjà se concentrer sur la CSRD, puis on verra en les années suivantes comment on pourra gérer ça. Et nous, je dirais que sur l'arbitrage, en fait, on est un petit peu comme tout le monde. On est face à quand même c'est un peu un colosse, donc on se met, on est bon élève, mais de toute façon, la CSRD, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose là pour les 2-3 ans à venir. En fait, nous, c'est comme ça qu'on se positionne, c'est-à-dire que effectivement, ça nous permet de nous dire, ok, bon, donc là, il peut y avoir parfois des trous dans la raquette. Comment on peut faire mieux? Et c'est aussi ce qui est attendu en fait, cet exercice de transparence et de progrès. Donc, pour moi, la CSRD, en fait, là, alors nous, on publie là en janvier 2025. Mais pour moi, on aura vraiment le fin mot de l'histoire d'ici 2-3 ans, en fait. Merci Isabelle. Oups. Ah oui, évidemment, si je tiens la télécommande à l'envers, on va y arriver. Alors effectivement, transition vers un nouveau modèle de reporting. Qui dit nouveau modèle de reporting dit choix d'outils. C'est aussi comme ça qu'on a eu le plaisir de se rencontrer tous et tous. Quels critères prioritaires vous avez définis pour choisir votre solution de reporting? Et surtout, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des gens dans l'auditoire qui devraient rédiger un cahier des charges prochainement et qui ne savent pas encore trop par quel bout prendre la question? Isabelle, M6. Alors, nous, on a choisi l'outil donc CSR Insight à la fois pour la partie carbone et CSRD. On est nettement plus avancé sur la partie carbone que sur la partie CSRD. Donc, je parlerai peut-être davantage de notre expérience sur la partie carbone. On avait fait 2 bilans carbone, nous, avec des bons vieux fichiers Excel, mais on fonctionne tous avec des bons vieux fichiers Excel. Et on se disait, on avait démarré une mission de trajectoire, puisqu'on s'est dit, OK, maintenant, on commence à avoir une méthode sur le carbone, à avoir une vision de là où on en est. Donc maintenant, l'objectif pour nous aussi, c'est de réduire. Donc en début d'année 2024, on a engagé un travail avec tout le groupe sur cette trajectoire carbone. On savait qu'on allait aller sur une trajectoire. On ne savait pas encore quelle ambition on allait donner, si c'était SBTI ou pas SBTI. Et vraiment, c'était vraiment que ça soit un projet d'entreprise, que ce ne soit pas la direction de l'engagement qui dise non mais il faut aller sur SBTI et qu'on torde le bras à tout le monde. Donc ça a été pareil. Là encore, on a fait tout ce travail-là. Et on savait que de toute façon, on allait avoir besoin de piloter une trajectoire, qu'elle soit SBTI ou pas, et elle le sera, SBTI. Donc il fallait aussi qu'on donne les moyens aux équipes de pouvoir piloter cette trajectoire. Donc je crois que nous, ce qui nous a surtout motivés, c'était ça, c'était le pilotage, la prévision du pilotage de la trajectoire, en plus évidemment de faciliter le cadre de collecte du bilan carbone. Donc c'est vraiment ce qui nous a motivé notre décision sur le choix. Je dirais qu'il faut, je pense, une structure qui soit suffisamment solide, parce qu'il peut parfois y avoir certains acteurs sur le marché qui font beaucoup parler d'eux, mais qui sont peut-être un peu jeunes. Et nous, finalement, on pensait que sur un secteur du tertiaire comme les médias, on avait un petit bilan carbone qui n'était pas très compliqué comparé au secteur industriel. Bon, on s'est rendu compte qu'on avait donné une ambition à notre bilan carbone avec un niveau de granularité quand même très fin et que ce n'était pas une mince affaire. Donc je pense qu'il faut vraiment des équipes côté partenaire qui soient solides et avoir quand même évidemment une bonne finesse une méthode du carbone qui soit quand même déjà suffisamment bien assise à ce niveau-là. Très juste, vous choisissez un outil et des équipes qui vous accompagnent. C'est un point important. Fabien Servier. Alors les critères prioritaires, ce qui était vraiment essentiel pour nous, c'était déjà d'avoir une solution capable de gérer le quantitatif et le qualitatif, puisque très tôt en travaillant sur la CSRD, on s'est rendu compte, comme toutes les entreprises, que la CSRD voulait surtout dire préparer des disclosures descriptives, narratives sur nos process mis en œuvre, sur nos plans d'action, etc. Donc ça, c'était un premier point très important.
Le deuxième point prioritaire, je pense, lié à ce que je disais tout à l'heure sur notre structure organisationnelle assez complexe, on voulait un outil capable de gérer des besoins de consolidation et de déconsolidation multiples qui croiseraient des référentiels différents nœuds hiérarchiques, etc. Donc là aussi, ça a vraiment été un critère fondamental pour nous. Et enfin, nous, on a fait effectivement le même choix qu'M6, c'est-à-dire qu'on était à la recherche d'une solution qui nous permettrait dans un seul et même outil de faire donc, du reporting RSE classique, entre guillemets, mais aussi un calcul d'empreinte carbone. Voilà, ce n'est pas un choix que toutes les entreprises ont fait, mais nous, c'était notre parti pris, peut-être du fait de notre situation un petit peu en retard, du fait aussi qu'on voulait être très pragmatique, on voulait une solution capable d'embarquer un large référentiel de facteurs d'émission, capable d'embarquer toutes les nuances méthodologiques qu'on doit suivre dans le cadre du travail sur une empreinte carbone. Donc voilà, je pense que c'est les 3 critères principaux. Et alors sur le cahier des charges, nous on a fait le choix d'être particulièrement prescriptif. Donc on a donné beaucoup d'informations sur notre situation initiale, beaucoup d'informations sur notre process cible, et on a vraiment demandé aux soumissionnaires de nous répondre point par point. Et voilà, je pense que ça nous a plutôt réussi. Donc effectivement, ça serait le conseil que j'aurais tendance à donner, que de ne pas hésiter finalement à faire sa liste au Père Noël un petit peu dans le cahier des charges. Flore, Edenred ? Oui, alors je partage beaucoup de points qui viennent d'être dits. Alors quelques chiffres clés pour qu'on se comprenne, qu'on sache ce que ça veut dire le reporting pour Edenred. Donc la CSRD, vous le savez, c'est à peu près 1200 data points. Nous, après l'ADMA et la gap analysis, on est éligible à 523 data points au sens de l'EFRAG, dont 70% sont qualitatifs. Le choix qu'on a fait chez Edenred, c'est de se dire, on avait déjà un reporting, ce fameux fichier Excel, donc il nous faut un outil qui sera en charge de tout le reporting quantitatif. La partie qualitative de la CSRD, comme on rédigeait déjà dans la DPEF, il y a un certain nombre de choses à retransformer pour la CSRD, mais concrètement, ça consiste à faire rentrer des ronds dans des carrés pour un certain nombre de stratégies, gouvernance, etc. Donc on voulait un outil d'abord pour tous nos KPI quantitatifs de reporting, mais également à terme un outil qui nous permette de faire le bilan carbone en interne, quand jusqu'à maintenant il était sous-traité. Donc il fallait notre propre outil. Donc c'est à ce moment-là qu'on a du coup effectivement briefé un certain nombre de partenaires sur le marché. Donc on voulait un outil complet qui puisse faire donc reporting standard CSRD plus carbone. On voulait donc qu'il puisse faire tous les calculs en automatique dans une organisation matricielle, 3 lignes de produits, 45 pays, dans certains pays plusieurs entités, parfois pas d'autres, etc., parfois qu'un seul. Tout ça avec une capacité à gérer les historiques, mais aussi à savoir développer des forecasts, proposer aux pays de faire des forecasts, pas juste du reporting. Je dis souvent, on ne pilote pas une boîte en regardant dans le rétroviseur. A priori, vous allez vous prendre un mur. Donc oui, on fait du reporting en regardant le rétroviseur parce que nos chers auditeurs et la CSRD nous demandent qu'est-ce que vous avez fait l'année d'avant. Super, mais on est là pour piloter des organisations et les transformer, donc j'ai aussi besoin de modules de forecast. Voilà. Et toujours pour mes chers amis les auditeurs, il me fallait pour chacune des chiffres qui étaient rentrés dans l'outil, ce qui était très important pour nous et ce qui a aussi guidé notre choix, c'était la capacité à télécharger des evidences, des justificatifs sur l'ensemble des déclarations, traquer les pistes d'audit et avoir un workflow de validation pour avoir un outil qui soit très robuste pour tous les audits externes auxquels nous sommes éligibles. Voilà. Dans cette démarche-là, on a vu un certain nombre de prestataires, 10 au début, puis 5, puis 3, puis 1. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné à la fin l'outil Cash Shuttle pour la partie CSR Insight plus le module carbone. Merci pour ce retour. Patrick, Excel Industrie. Alors, je ne vais pas reprendre, il y a beaucoup de choses où je vais dire la même chose, mais le premier, je dirais, vous savez, c'est quand vous voulez déménager, vous comptez vos amis. Ben, là, en fait, quand vous commencez l'aventure dans un outil de reporting, c'est quand même important d'avoir une équipe en face qui est présente, qui est disponible et qui est flexible. Alors ça, on le découvre au fur et à mesure. Quand on a décidé de partir avec Cash Shuttle, même si on a fait des POC, moi j'ai fait des appels d'offres, donc on a bien évidemment des signaux faibles qui permettent quand même de savoir qui on a en face.
Donc ça, c'est le premier point. On avait vraiment trouvé dans Cachetel en fait une équipe qui avait ses attributs de flexibilité, de compréhension, de pragmatisme, qui nous ont fait dire ok, là, on sait que quand ça va devenir un peu difficile, on va pas avoir des gens qui vont repousser le problème chez nous, mais qui vont plutôt nous aider à le solutionner. Après, il y a des questions techniques qui ont été abordées. Alors, très objectivement, la première des choses, nous, sur laquelle on s'est basé, c'est... voilà, en fait, aujourd'hui, vous avez l'univers des généralistes, les SAP, Oracle, enfin, il y a les généralistes qui, de plus en plus, se mettent sur le marché. Et vous avez les pure players, les spécialistes, comme Cachetel. Bon, nous, on a commencé à regarder les deux parce qu'on avait des besoins aussi de consolidation financière en se disant, bien évidemment, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir. Et on s'est vite rendu compte que le niveau de maturité de Cachetel était largement en avance sur les généralistes. Sur un sujet extrêmement simple, moi j'ai fait une genre de double matérialité assez important et c'est urgent. C'est là, à la fin de l'année, il faut que je sorte un reporting dans un nouveau format. Si je fais des saisies dans votre outil, j'appuie sur un bouton, qu'est-ce qui sort ? En fait, chez Cachetel, il sort le rapport. Donc ça, c'est quand même, vous allez dire, c'est très basique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas à ce niveau-là. Et ça a compté énormément. Pour être très transparent, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre. Tout à l'heure, vous parliez de trucs opérationnels. Puis là, d'un coup, vous me reparlez de réglementation. Oui, parce qu'il y a un moment donné, on est bien obligé d'en parler. Et puis après, il y a plein de choses qui ont été dites. C'est vrai que le reporting, c'est regarder dans le rétroviseur. Mais fondamentalement, l'esprit de la CSRD, c'est d'avoir des objectifs, des trajectoires et de les piloter. Voilà, rien que ces trois mots, on rentre déjà dans un univers qui a plus attrait, j'allais dire, dans le milieu financier à ce qu'on appelle du contrôle de gestion. C'est quand même une dimension dont il faut qu'on soit conscient. Ça n'existe même pas dans les rapports financiers. C'est-à-dire dans un rapport financier aujourd'hui d'une entreprise cotée, jamais on vous demande de vous projeter sur un horizon de 5 à 10 ans, d'avoir une trajectoire, d'expliquer à chaque année pourquoi vous n'avez pas réalisé vos objectifs. C'est un truc de malade qu'ils ont fait dans la CSRD. Et donc, moi, je me suis particulièrement attaché à regarder, est-ce que l'outil va nous aider à le faire ? Et en fait, il vous aide bien à le faire parce que, premièrement, vos trajectoires, ce n'est pas une droite entre un point de départ et un point d'arrivée. Moi, j'étais vachement sensible à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut moduler en fait, votre trajectoire. On peut, comme ça a été dit, venir attacher des documents justificatifs qui expliquent. Et donc, l'équipe qui est en centrale et qui fait la consolidation de tout ça, elle n'est pas obligée de systématiquement venir déranger les opérationnels avec des coups de fil, etc. Si on travaille bien dans l'outil, on a quand même une bonne base de travail. Donc, et puis la saisie, les pistes d'audit, etc., qui ont déjà été dit, je ne vais pas revenir dessus. Très bien, merci. Ça, c'est un point important, effectivement, le fait de prototyper. On l'a fait avec plusieurs de nos clients. N'hésitez pas à demander ça à vos éditeurs. C'est un point qui vous permettra d'avoir sous les yeux ce que vous attendez au bout du tunnel. Alors du coup, une autre question pour Patrick. Comment avez-vous fait cohabiter votre référentiel de reporting DPEF et la cible CSRD ? En fait, je dirais qu'ils ne cohabitent pas. Pour être, mon point de vue, c'est qu'ils ne cohabitent pas, même si quand vous faites ce qu'on appelle un gap analysis, c'est-à-dire vous regardez ce que vous devez traiter dans la CSRD, ce que vous traitez dans la DPEF, bien évidemment qu'il y a des chapitres où vous dites, tiens, ça, je vais le copier-coller là. Mais l'esprit est quand même assez différent. Ne serait-ce que parce qu'il y a cette histoire de double matérialité dans la CSRD qui n'existe pas dans la DPEF, c'est-à-dire vous devez traiter aussi de l'impact que vous avez sur vos parties prenantes, et ça c'est quand même la nouveauté. Donc vous êtes toujours obligé de la compléter, même si vous dites je vais prendre ce chapitre et je vais le mettre là. Et puis après il y a quand même deux choses qui sont fondamentalement différentes, c'est que la granularité elle n'a rien à voir. Dans les ESRS, je ne sais plus, il y en a 12, je crois, de SRS, si j'ai bonne mémoire, donc 2 généraux. Donc vous avez et 1200 data points. Donc, rien que ça fait peur. Là aussi, je trouve que le législateur a été particulièrement maladroit dans la façon dont il a eu de vouloir faire pénétrer ces questions-là dans les entreprises, entre le terme d'extra-financier et les 1200 informations que vous devez donner. Donc là, vous avez tué le sujet. Donc il faut rétro-pédaler, faire effectivement ce que j'ai entendu, c'est-à-dire à l'intérieur de ces 1200, il y en a qui sont intéressantes et puis il y en a qui ne sont pas intéressantes pour raconter votre histoire.
Mais il y en a beaucoup plus que dans la DPEF, donc ça ne cohabite pas là non plus. Et puis à la fin, vous avez un format qui est, j'allais dire, beaucoup plus rigide que la DPEF. On rentre vraiment dans la logique du reporting au sens financier du terme. Moi, je dis toujours, les ESRS, c'est l'équivalent des IFRS dans la finance. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce sont des normes qui vous expliquent comment vous devez valoriser et traiter l'information de durabilité. Et donc, c'est un cadre qui est beaucoup plus, j'allais dire, standardisé, standard, et rigide pour pouvoir être comparé d'une entreprise à une autre. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas de cohabitation entre les deux. Il y a une transition à opérer. Cette cohabitation chez Edenred, Flore ? Alors, je suis un petit peu plus positive. Donc, on avait la chance, nous, d'avoir déjà une DPEF et surtout, on avait déjà une double matrice de matérialité qu'on a légèrement optimisée pour lui faire cocher toutes les cases du nouveau format CSRD. Mais en fait, on avait déjà une double matérialité. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était un super entraînement. Et là, la marche, elle est haute. Et elle est haute pour tout le monde. Mais on était déjà prêt sur un certain nombre d'éléments. Donc, ça nous demande à revoir un certain nombre de façons de rédiger. C'est la partie rédactionnelle qui demande à être revue, de clarifier certains points stratégiques. Ce que je trouve intéressant de la CSRD, c'est que c'est exactement sa philosophie, c'est-à-dire cet exercice de transparence et de comparabilité. Honnêtement, en quoi elle nous fait grandir, c'est que la philosophie de la DPEF, on publiait un certain nombre d'éléments, dont un certain nombre d'indicateurs, mais sincèrement, chaque entreprise pouvait un peu adapter l'indicateur avec la couleur du ciel ou le sens du vent qui l'arrange. La CSRD, maintenant, la météo est la même pour tout le monde. Donc la méthode s'impose à peu près à tout le monde. Alors parfois, les méthodos sélectionnés peuvent être relativement stupides d'un point de vue business, j'en conviens. Mais l'état d'esprit de se dire la même méthode s'applique à tout le monde et ça vous plaît pas, c'est comme ça, je trouve ça intéressant. Donc oui, c'est difficile. On va réussir, on a fait notre gap analysis, on est à peu près prêt sur une très très grande majorité de points, mais tout n'est pas au vert. Il y a des éléments sur lesquels on doit continuer à travailler. Et effectivement, je rejoins, il faudra de toute façon 2-3 ans. On va essayer de faire au mieux. L'intérêt de la première année d'être le champion du monde et le meilleur élève de la place, sincèrement, ce n'est pas mon combat. Je vais essayer de bien faire l'exercice et surtout de faire un exercice qui soit lisible et intéressant à la fin. C'est-à-dire qu'on apprenne quelque chose, bien sûr compliant, mais surtout qu'on apprenne quelque chose et qu'on fasse grandir l'entreprise. Donc pour moi, la DPEF, c'était un premier élément et on va aller beaucoup plus loin que la CSRD. Et en quoi ça nous fait grandir ? Sincèrement, si demain on est tous comparables, bah oui, ce qu'on cachait un peu, on ne pourra plus le cacher demain. Et donc il n'y aura pas du name and shame, mais il y aura une compétition positive parce qu'à la fin, c'est les people et la planète qui gagnent. Donc je suis assez positive, il faut pousser. Alors bien évidemment, à la marge, j'aurai un certain nombre de commentaires à faire sur certaines méthodologies. Of course, pas de problème. Mais sincèrement, dans la démarche, tout le monde peut y gagner parce que demain, on grandit tous ensemble. Et j'y crois sincèrement. Donc la DPEF était un super entraînement. La CSRD, c'est les Jeux Olympiques et on va y arriver. Merci pour ce retour très positif. Isabelle, M6, quel retour sur la cohabitation ? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure en disant que pour moi, il y avait, comme Patrick, il n'y a pas de cohabitation. Il y a des pans qui ne sont pas du tout pris en compte dans la CSRD, qui sont spécifiques à certains secteurs. Et ça, je trouve dommage en fait, qu'on puisse plus à un moment remonter ces infos-là en attendant peut-être les normes sectorielles. Donc du coup, pour moi, il y aura peut-être un exercice en année 2 de se dire ok, on vient compléter avec une DPEF adaptée pour compléter la CSRD. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Quels sont les principaux bénéfices que vous avez observés suite à la mise en œuvre de nos solutions ? Alors, Isabelle nous parlera plutôt du module carbone dans un premier temps. Alors, ça a vraiment responsabilisé les collaborateurs et nous, ça nous a aussi obligés à réfléchir à juste 2 niveaux de validation, le contributeur et le valideur, qu'on n'avait pas par exemple avant sur nos premiers bilans carbone. On avait un contributeur, on récupérait la donnée, on échangeait avec lui, mais il n'y avait pas le niveau valideur. Et ça a vraiment responsabilisé, parce que pour le coup, nos valideurs ne valident pas n'importe comment. Ils n'appuient pas juste sur le bouton. Donc, ça a vraiment responsabilisé les valideurs.
ça a amené de la fiabilité dans la donnée, parce que du coup, le valideur vient questionner son contributeur en disant « mais alors pourquoi tu as mis ça ? Et alors là, les chiffres, je ne comprends pas ». Chez certains contributeurs, certains s'amusent avec l'outil. Bon, ils ne sont pas hyper nombreux, mais en tout cas, ceux qui sont un peu geeks ont trouvé ça super. Et parce que ça leur donne, effectivement, ils vont avoir l'historique des données qu'ils nous avaient publiées, parce que nous, on a été confrontés sur certaines portions de la partie carbone sur des secteurs, notamment le digital, où vraiment les méthodologies sont en évolution. Et ben en fait, quand vous avez quelqu'un de l'année d'avant qui n'est plus là, qui vous a donné des chiffres, qu'on a noté dans un échange de mails que la méthodo c'était celle-là, mais qu'on ne retrouve pas le mail, ou que dans le livret de méthodo, on ne l'a pas bien écrit. Enfin bref, voilà. Là, du coup, on a tout dans l'outil. Donc du coup, ça va permettre vraiment de permettre à ceux qui ont envie de piloter la donnée, de pouvoir la piloter, et vraiment une fiabilité et une responsabilisation, et pour quelques-uns de trouver ça super, cet outil, et c'est un jouet un peu geek. Donc vraiment là, ça amène vraiment ça sur l'outil. Très bien, merci beaucoup. Et chez Servier, Fabien? Je rejoins un certain nombre de points qui ont été dits. Effectivement, nous, l'avantage principal, c'est d'avoir enfin cette centralisation de l'ensemble du process de collecte et de consolidation de la donnée pour le reporting RSE et pour le calcul de l'empreinte carbone, alors qu'ils vont chercher de l'information dans des systèmes sources hors de la solution, mais au moins tout est centralisé ensuite au même endroit. Et ça, c'était quelque chose qui nous manquait par rapport à des fichiers Excel, effectivement, qui traînent un petit peu partout. Et bon, voilà, c'était bien sûr pas l'idéal du tout. La deuxième chose, c'est les workflows. Effectivement, pour nous, ça a été une occasion vraiment de cranter sur la méthodo, que de pouvoir mettre en place ces workflows, de pouvoir les suivre et de pouvoir vérifier qu'ils étaient effectivement bien appliqués. Et les pistes d'audit, alors là, surtout sur la partie carbone, effectivement, il y a des pistes d'audit qui sont vraiment claires, facilement exploitables, et qui nous aident grandement, nous, lorsqu'il s'agit d'aller vérifier des valeurs qui semblent aberrantes, ou on arrive facilement à retomber sur le lien entre l'indicateur d'activité ou le facteur d'émission, et d'identifier où est l'écart. Et d'autant plus que pour nous, sur la partie carbone, effectivement, par le passé, on faisait, alors certes, un calcul d'empreinte carbone scope 1 et 2 tous les ans, mais par contre, pour le scope 3, on faisait un calcul d'empreinte scope 3 tous les 3 ans, dû à la volumétrie de données, bien sûr, qui n'est pas la même lorsqu'il s'agit de faire l'exercice sur le scope 3. Bon, alors effectivement, le contexte réglementaire ayant évolué, notamment avec la CSRD, on a vite compris qu'il allait falloir qu'on passe à un calcul d'empreinte carbone annuel. Et là, effectivement, d'avoir l'outil de K-Shuttle pour permettre à nos interlocuteurs sur site de s'adapter à ce nouveau calendrier, qu'ils aient l'outil et du coup les gains de temps aussi, et l'expérience utilisateur, en effet, qui n'a rien à voir avec des fichiers Excel, ça nous a permis en effet de nous adapter à ce nouveau calendrier donc de calcul annuel du scope 3. Merci Fabien. Donc on supprime un fichier Excel à 10 000 cellules chez Edenred. Comment vont les équipes après la mise en place de l'outil ? Justement, pour compléter ce qui vient d'être dit, je vais prendre le parti pris de vous expliquer l'expérience en local, donc dans nos pays. Alors la première chose, c'est que les correspondants CSR en local ne sont pas tous des experts en CSR. Pour être honnête, dans certains petits pays, c'est le plus junior qui est arrivé, qui vient d'être élu, et on lui dit « Bravo, tu viens d'être sélectionné, tu es maintenant CSR correspondant ». Donc il peut avoir des sueurs froides. Et c'est vrai pour un certain nombre de petits pays, sachant qu'on est un groupe, donc je disais dans 45 pays, on est très gros, on a 5 gros pays et pas mal de petites entités locales où il peut y avoir que 20 à 50 collaborateurs. Donc je gère cette galaxie de PME. Donc qu'est-ce que c'est l'intérêt pour eux en local? C'est une seule plateforme sur laquelle ils ont accès à l'historique, à la définition de la méthodologie. Ils peuvent mettre un chiffre, ils voient automatiquement comment le ratio se calcule, avec des cellules contrôle qui leur disent non, là c'est pas possible, ou attention, là tu m'as mis un chiffre qui est x 1000 par rapport à l'année dernière, a priori tu t'es trompé d'unité. Donc ça a un énorme intérêt pour les équipes locales, parce qu'elles comprennent en direct ce qu'elles font. Elles ont un système de contrôle qui déjà leur permet une première lecture. Elles n'ont pas toutes d'ordre de grandeur. On a souvent l'exemple sur les factures d'électricité. Ils prennent la facture d'électricité en local pour faire la compta carbone. Ils se trompent d'unité. Ils n'ont absolument aucun ordre de grandeur en tête, et ils peuvent faire des erreurs colossales. Donc ça a vraiment cet avantage, et automatiquement, ça leur calcule la comparaison par rapport à l'année dernière, pour qu'ils puissent se dire c'est marrant, ça m'annonce que j'ai fait plus de 100 par rapport à l'année dernière, a priori j'ai un souci.
Même point sur l'historique, ça permet de voir comment ça a été complété l'année dernière, parce qu'effectivement, les équipes tournent pas mal. Donc, OK, qu'est-ce qu'il avait fait? OK, je comprends. Peut-être que je m'aperçois qu'il y a une erreur l'année dernière, mais en tout cas, je comprends l'historique. Donc, un gain parce qu'il comprend ce qu'on lui demande, il peut faire les calculs en automatique, il a des cellules de contrôle et il a un workflow de validation. Pour les accompagner dans cette démarche, comme ils n'étaient pas du tout habitués à ce type d'outils, on avait fait pas mal de formations animées par nos équipes, animées avec Cashuttle, qui ont été extrêmement appréciées. Et on a testé grandeur nature en préparation de la CSRD, l'outil cet été, pendant la campagne dite de mi-année, sur une centaine d'indicateurs. Il n'y a pas encore tous les indicateurs CSRD, mais c'était la répétition générale. On a fait une enquête, entre guillemets, de satisfaction des correspondants locaux suite à cette campagne. Je vais être honnête, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, je ne suis pas convaincue qu'ils sautent de joie en me disant « Super, Flore, il y a un nouveau software » dans une boîte où il y a beaucoup de software et beaucoup de reporting. Et on a plus de 75% des correspondants qui disent « Oui, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide. » Et en fait, j'ai économisé du temps par rapport à avant. Et ça, honnêtement, pour une boîte dont, pour un certain nombre de CSR correspondants, ils ne sont pas dédiés. Je le disais, c'est le dernier arrivé. En général, c'est le dernier chargé de recrutement dans les petites structures. Ils ont mis ça au RH. C'est le dernier chargé de recrutement qui est CSR correspondant pour 10% de son temps. Voilà, pour vous dire le niveau d'expertise qu'il a. Et ben aujourd'hui, ils ont tous vu qu'ils y avaient gagné du temps et qu'ils perdaient beaucoup moins de temps que précédemment à faire ce reporting de mi-année. Donc là, c'était la répétition générale. Je parlais des JO. Donc voilà, les sélections sont en cours. Et normalement, on sera frein prêt pour la CSRD et la campagne de fin d'année. Bon, on va chercher la médaille. Patrick ? Rapidement compléter ce qui a été dit. Vous connaissez tous le principal concurrent de n'importe quel logiciel, c'est Excel. D'accord. Donc tant que c'est AE, c'est as easy as Excel, ça fonctionne bien, c'est facile à administrer. Je trouve que on est indépendant dans la façon de gérer les données de base, les architectures, et quand ça devient un peu plus compliqué, à ce moment-là, on se retourne vers les équipes de Cashuttle, mais on a une forme d'indépendance qui fait que c'est flexible, rapide, et c'est aussi simple qu'Excel. Donc ça, c'est super important, c'est intuitif, ça veut dire que dans l'utilisation, c'est super intuitif. Vous n'avez pas besoin de revenir à du COBOL ou à des langages de programmation, donc les gars, ils adhèrent très vite. Et puis un point peut-être qui n'a pas été dit, c'est qu'on parle de consolidation, mais on oublie aussi que dans les organisations, dans vos pays ou dans vos BU, je ne sais pas comment vous les appelez, ils ont eux aussi besoin d'animer des réunions et de faire de l'animation. Et donc la visualisation, c'est un autre sujet que je trouve qui est assez intéressant, c'est qu'en fait c'est assez moderne dans la façon de restituer l'information. Parce que les tableaux de chiffres, c'est bien, mais ça ne parle pas, ça parle à personne. Et quand vous êtes sur le terrain, vous avez besoin d'avoir des graphiques, c'est beaucoup plus parlant. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Tant que vous ne voulez pas faire quelque chose d'hyper sophistiqué, vous pouvez le faire aussi simplement que dans Excel. Et donc moi, je sais que dans nos pays, ils sont contents, quoi. Quand ils ont une réunion, au dernier moment, poum, ils pressent sur un bouton, ça se met sur un PowerPoint, et puis presque à la demande, ils peuvent, ils ont quelque chose comme support. Je rebondis, je le vois au day-to-day. Là, notre direction générale fait des business reviews dans chacun des pays, et je vois que dans les decks qui sont préparés par les équipes locales, je vois les dashboards Cashuttle qui apparaissent sur la partie CSR, parce que pour la première fois, ils ont un document hyper clair qui présente ce qu'on appelle chez nous le top 8, donc les 8 indicateurs clés qu'on pilote d'un point de vue CSA. Et enfin, ils ont compris quel était le top 8, parce qu'ils ont juste appuyé sur un bouton pour faire un screenshot pour pouvoir le présenter à la direction générale dans le cadre des business reviews officiellement, business et CSR. Et juste un mot important, parce qu'on dit ça et on sait tous que le risque, c'est quand dans les business, en fait, ils font des tableaux de bord, comme les règles ne sont jamais les mêmes, il n'y en a jamais un qui raconte la même histoire. Là, vous avez quand même une forme de garantie, parce que l'intégrité du système, elle est faite de sorte à ce que ça se consolide. Donc quand vous avez une BU qui fait un reporting d'un indicateur, vous savez que l'indicateur, il est fiable et qu'il n'est pas biaisé, qu'il n'a pas été réinterprété, etc. Et ça, c'est vachement important. Alors, dernier point, le temps file, on a déjà un petit peu dépassé. En 2 phrases, si vous deviez nous résumer votre projet de mise en œuvre et un éventuel apprentissage que vous en avez tiré, qu'est-ce que vous diriez ? Isabelle ? En 2 mots. En 2 phrases. En 2 phrases, ok. Être concis. Alors, en 2 phrases, non, mais ça a été au-delà de l'outil, en fait.
je pense que ça a été aussi une étape pour nous questionner sur des points sur lesquels qu'on n'avait pas questionné aussi jusqu'à présent, en fait. C'est-à-dire que cet outil nous a obligés aussi à davantage structurer notre méthodologie, voilà, et à penser organisation, à penser contributeur, à penser restitution, et voilà. Donc au-delà de l'outil, ça nous a aussi nous fait cheminer sur notre méthodologie. Merci. Fabien Servier. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et un enseignement important, je pense, c'est aussi, on l'a vu dans notre projet qui en plus s'est fait en plein mois d'août, enfin pendant l'été, donc c'était timing un petit peu compliqué. Et on a vu l'importance d'avoir des équipes, donc côté éditeur de logiciels, hein, qui sont capables de faire l'effort de comprendre notre organisation, comprendre les spécificités de la manière dont on travaille sur le reporting, de nous proposer des solutions qui sont adaptées ou des solutions de contournement, hein, si jamais la chose n'est pas disponible en l'état dans l'outil. Mais voilà, je pense que c'est l'enseignement principal qu'on a tiré de la mise en œuvre. Flore. Oui, pourquoi au final, alors tout n'est pas fini, on est toujours en phase de test, en préparation de la fin d'année, mais ce qui nous a beaucoup plu, c'est d'avoir un PMO, donc un key contact chez Cash-Shuttle unique, qui connaissait parfaitement nos enjeux, parfaitement notre brief, et avec qui on a co-construit, donc avoir un point de contact qu'on a beaucoup sollicité. De la même façon, ça nous demandait aussi d'avoir une équipe dédiée, donc j'avais dans mes équipes vraiment une personne, plus un certain nombre de personnes satellites, mais j'ai eu une personne dans mon équipe pendant 50% de son temps, pendant 4 mois, qui était là pour vraiment répondre à toutes les questions, expliquer au mieux le brief, les fonctionnalités et tout ce qu'on veut pour avoir ce ping-pong-là efficace. Donc ça, pour moi, ça a été successful pour ça, avec des réunions régulières et du coup, une campagne de mi-année qui s'est plutôt globalement bien passé. Et pour moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment dès le début, charge à nous d'être ultra précis sur ce qu'on veut, et c'est ce que vous disiez, d'écrire la liste au Père Noël. Mon dashboard, je rêve de quoi? Il ressemblerait à quoi? Mes équipes, elles seraient contentes si quoi? Plus on est précis, plus on a eu des très bonnes interactions, et je remercie Stéphane que je vois, avec Stéphane de Cash-Shuttle, parce qu'on était hyper clair sur ce qu'on voulait, en disant ça, globalement, tout ça, c'est possible, ça, voilà ce que nous, on peut proposer. Et parce qu'on était très précis, on a eu des réponses très précises, et donc pour construire exactement le pilotage au niveau de l'exigence de l'entreprise. Merci beaucoup pour la petite histoire. Le même Stéphane qui était intervenu chez Servier. Un dernier retour, du coup, Patrick, sur le projet. Je pense que le principal enseignement, c'est ça. C'est en fait, il faut que vous rapprochiez de l'équipe de Cash-Shuttle, vous compreniez comment le logiciel a été conçu, comment il fonctionne, et que vous regardez, vous, ce que vous voulez, et vous faites un genre de gap entre les deux. Et si vous vous préparez bien, ça se passe bien. Si vous ne vous préparez pas et que vous attendez d'eux qu'ils fassent tout, en général, ça avance beaucoup moins vite. Donc, il faut aussi se servir de l'outil pour aussi transformer un petit peu la façon qu'on a de travailler. Hein. Ceux qui ont fait des ERP le savent, hein, quand on essaye de mettre la façon anciennement qu'on avait de travailler dans un truc ce qui n'est pas le cas là pour le coup, mais qui est un peu rigide, en général, ça ne rentre pas dedans. Donc, bien réfléchir à ce qu'on veut, regarder comment ils traitent les sujets, et en amont, bien préparer le changement pour que ça se passe bien. Bon, nous, on peut témoigner, on n'a pas... Comme on dit dans les métiers de l'agriculture, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc nous, on n'a pas encore terminé, mais pour l'instant, l'orchestre joue bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et les remercier pour leur présence et pour leur retour d'expérience.